Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche Mamadou Lamine Diallo. Il est député, président de la commission culture et communication à l'Assemblée nationale, président du mouvement Tekki. C'est un honneur de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu, Monsieur Diallo. Merci beaucoup, Mbaye Omar, de m'inviter encore une fois à cette émission. J'en profite évidemment pour saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices, et surtout leur présenter mes condoléances à l'occasion donc du rappel à Allah de Sidi Lamine Niasse, qui est un de vos confrères, qui est un des pionniers avec Babacar Touré de la radio, de la presse privée indépendante, comme on dit. C'est un moment difficile pour nous tous. D'abord parce que Sidi était très engagé pour la défense des libertés et de la démocratie, un patriote chevronné, un grand défenseur de la Oumma islamique, un grand musulman, c'est vrai, de la tariqa tidjane, très engagé. Un homme multidimensionnel. Absolument. C'est un intellectuel qui produit de la pensée et qui est engagé. C'est même Qu'est-ce qui vous a le plus retenu chez l'homme? Bon, moi je crois que c'est son courage politique. À des moments déterminés, il a pris ses responsabilités pour défendre ce qu'il croyait être juste. J'ai également connu personnellement, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de partager avec lui la même chambre lors du pèlerinage à la Mecque à l'an 2000. Nous étions ensemble tout le temps. Sidi est quelqu'un qui lisait le Coran toutes les semaines. Nous avons échangé, discuté, et c'était des moments d'ailleurs extrêmement importants pour l'avenir politique de ce pays. On a même eu à gagner un concours, tous les deux. C'était la Ligue islamique qui avait organisé avec plusieurs nationalités, et lui et moi avions formé une équipe pour le Sénégal, et le Sénégal a gagné. Et on a beaucoup d'échanges intellectuels. Il avait cette idée qui, je pense, est certainement sous-jacente à ses derniers écrits. J'étais même surpris à la vitesse à laquelle il produisait les chapitres. Il avait une thèse qui était, enfin une hypothèse pour être rigoureux. Il disait que dans la sourate Kafi, les gens de la caverne, le fait qu'ils soient restés 300 ou 309 ans cachés, et pour lui ça correspondait à une période un peu de repli de l'islam dans le monde, et que cette période s'achevait et qu'on entrait dans une nouvelle phase, et il interprétait les 7 gens, les chiens khitmir, tout ça, et avec une audace intellectuelle nulle pareille. Et franchement, Sidi c'est un grand monsieur, et que là où mon père, sa famille de Kaolack, sa famille proche. Et je pense que nous aussi, surtout de l'opposition politique, nous perdons un allié chevronné dans la lutte pour la démocratie et qui est menacé au Sénégal, comme vous le savez, ainsi que les libertés. C'est un homme du peuple, c'est clair. Walfadjri est là pour le peuple. Le peuple l'a bien senti, puisqu'il l'a accompagné, il a prié pour lui. Nous sommes persuadés qu'il sera au paradis à côté de son père et de son arrière-grand-père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est un shérif. Et donc, véritablement, voilà, c'est un moment difficile pour nous tous, mais nous prions Allah non seulement de l'accueillir au paradis, de veiller sur sa famille, de veiller sur le groupe Walfadjri. Et de défendre les travailleurs et cet outil. Je pense que c'est un outil que nous tous nous devrions défendre dans ce pays. Donc, condoléances renouvelées à nos confrères du groupe Walfadjri à la suite du décès de leur président, le président Sidi Lamine Niasse. Alors, Mamadou Lamine Diallo, les jours sont désormais comptés pour les potentiels candidats qui veulent briguer les suffrages des Sénégalais pour l'élection présidentielle de 2019. Ils ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Vous en êtes un candidat à la candidature. Où en êtes-vous par rapport au dossier à déposer? Je suis prêt. J'ai effectivement, avec notre mouvement Tekki,
procédé au dépôt de la caution. On a, depuis lundi dernier. Oui, vous avez déjà déposé la caution. La caution, 30 millions. 30 millions. La caution, c'est 30 millions de francs CFA. Mm-hmm. On a attendu, puisque juste... C'était difficile de mobiliser la somme? C'est toujours difficile. Oui, mais... C'est toujours difficile. C'est toujours difficile de mobiliser la somme, mais bon, ce sont les cotisations, les contributions des uns et des autres que nous rassemblons, puisque comme vous savez, nous n'avons pas les fonds politiques de Macky Sall, là, depuis les 8 milliards de francs CFA. Mais vous êtes riche quand même pour mobiliser 30 millions dans des conditions. Nous ne sommes pas riches. Vous savez, être riche, ça veut dire bien quelque chose. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes engagés. Et nous sommes déterminés, nous croyons en ce que nous faisons, et nous sommes prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour ça. Et nous sommes des patriotes. On ne négocie pas avec qui que ce soit les intérêts du Sénégal. Et c'est clair, et véritablement, c'est dans cette direction que nous travaillons, que nous nous organisons, nous formons nos militants, nos cadres, et chacun en ce qui le concerne fait ce qu'il faut. La traçabilité, ce sont les cotisations pour mobiliser les 30 millions. Oui, il n'y a pas de problème pour la traçabilité, il faut regarder la traçabilité des autres, là, c'est eux plutôt qui doivent être audités, pour savoir exactement ce qu'ils font, d'où est-ce qu'ils sortent leurs milliards là, etc. Et nous n'avons pas de problème par rapport à ça, et de toute façon il faut donner un chèque, etc. Et maintenant pour déposer de l'argent dans les banques, c'est pas... Consignation. Où le frère du Lamtor veille, et par conséquent ils ont toutes les informations. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes prêts. L'autre épreuve que Macky a imposée au peuple sénégalais, à sa démocratie, c'est ce parrainage anarchique, irrationnel, où il faut rassembler quelques 60 000, 65 000 signatures. Parrain, plus exactement. Il y a quand même beaucoup de chiffres à recopier. Un de nos amis professeurs de maths nous disait que la probabilité de se tromper est de 1, c'est-à-dire 100%. Ah oui, quand vous relevez 25 chiffres, parce qu'il y en a 17 plus 9. C'est une bonne organisation. C'est une très grande organisation, véritablement une grande organisation. Je pense que véritablement... Pour minorer au maximum possible... les erreurs. Les erreurs, et ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de points de contrôle. Il y a également beaucoup de faux parrainages qui circulent. Il y a de fausses identités, si j'ose dire. Il y a un marché qui a été créé par la paire Benno Bokk Yakaar. Et parce qu'ils achètent eux-mêmes les parrainages, tout le monde le sait. Et donc, oui, non, mais ça, c'est une façon de torpiller la démocratie sénégalaise. Nous devons avancer vers la conscience citoyenne de ce pays-là. Mais vous ne pouvez pas faire croire aux Sénégalais que les signatures, les parrainages, c'est un marché. Ça va, vous êtes au top pour les nous faisons un parrainage citoyen, nous nous sommes battus, nous sommes prêts, nous allons déposer le dépôt à partir de mardi. Oui. Et nous avons rassemblé nos signatures. Nous en sommes à 70 000 signatures que nous avons analysées, et nous pensons, parce qu'il faut également réfléchir à minimiser les doublons. C'est une grande question. Le professeur Dac disait que la probabilité d'avoir des doublons est de 50%. Et donc, ça veut dire que si vous voulez être à l'aise, il faut être autour de 100 000 parrains que vous devez avoir dans votre base de données. Choisir dans ces 100 000 parrains à peu près 65 000 à déposer. Pour couvrir. Voilà un peu le défi qui se pose à tout le monde, sauf à Macky Sall, évidemment, qui dispose du fichier. Jusqu'au 26. Et nous avons... Oui, mais bon, puisqu'il y a un problème de doublon, la loi dit que celui qui dépose le premier, c'est lui qui, en cas de doublon, gagne. Voilà la situation. Donc il faut être vers 100 000. Nous nous approchons de 100 000 et je pense que de toute façon nous allons déposer notre dossier dès le début de la semaine prochaine. Une chose est de déposer, une autre aussi de travailler pour la distribution des cartes d'électeurs. Les derniers recensements dénotent donc que 460 000 cartes sont restées en souffrance dans les centres de vote. Vous, au niveau de votre parti, est-ce que vous travaillez pour conscientiser les citoyens à aller justement... On a fait un gros effort. Oui. On a fait un gros effort puisqu'on a une partie de notre électorat effectivement qui n'avait pas sa carte et nous avons fait un gros effort. 460 000, c'est beaucoup déjà?
C'est beaucoup, c'est énorme. Mais 97% ont déjà retiré. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ces chiffres-là, 97%. Vous donné par justement le ministère de l'Intérieur. Ce qui est sûr, c'est que au moment où on faisait les élections législatives, on était plus de 2 500 000 à ne pas avoir de carte d'électeur. Ça, c'est un fait. Et le gouvernement avait contesté. Finalement, la Sénat elle-même, on lui avait demandé donc de prendre position. C'est bien après qu'elle a dans son rapport reconnu ce que nous avions dénoncé. Depuis lors, il y a peut-être eu des distributions de cartes d'électeurs. On a proposé un audit de tout cela. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement a refusé. Et par la suite, il y a une révision électorale. Donc, se sont ajoutées quelques 400 000 personnes. Et parmi eux, il y en a qui ont retiré leurs cartes. Il faut continuer à les inciter à les retirer. C'est souvent compliqué. Hier, j'apprends par exemple qu'à Ziguinchor, le centre Senghor va être fermé. C'est un centre de vote. Collecte Senghor, voilà, le mot me revient, va être fermé, remplacé par un centre Moussa Bari, et on demande aux gens d'aller retirer de nouveau leur carte d'électeur. Donc voyez-vous, tout cela c'est très compliqué pour le citoyen qui est aujourd'hui confronté à des difficultés économiques de survie. Et véritablement, Macky Sall et son gouvernement, et évidemment qui donne des instructions à l'administration, ne facilitent pas du tout la tâche à l'électeur. Et où en êtes-vous avec le fichier électoral? Parce que là aussi, il y a un débat. Il n'y a pas de débat, la loi est claire. Oui. Le fichier doit être remis aux partis politiques. C'est ça que dit. Mais le gouvernement refuse de nous donner le fichier. C'est aussi simple que ça. Oui, mais il y a un délai pour ça. On ne peut pas le remettre maintenant, alors que la loi dit... La loi parle de partis. La loi parle également des partis politiques. Oui, mais là, le ministère dit attendre de connaître les candidats et de mettre... Mais le ministère a tort. Oui. Il a tort, puisque c'est les partis politiques qui doivent recevoir. On ne parle pas des candidats, ce sont les partis politiques qui se présentent pour dire nous voulons voir le fichier, comme ça a toujours été le cas ici au Sénégal. Donc ce n'est pas les candidats qui vont demander ça. Mais ce sont les partis politiques. Est-ce que vous vous êtes organisé pour ça? Oui, nous nous sommes organisés dans le Front de résistance nationale. C'est le Front lui-même qui a organisé des marches depuis fort longtemps, qui a lutté contre le parrainage et qui récemment également a marché. C'est ce même Front qui est allé voir le ministère de l'Intérieur pour demander qu'on lui donne le fichier. Quand il est allé là-bas, il s'est aperçu que c'est le portail qui était présenté. Oui. Et donc la situation, elle reste à l'identique. Nous avons un gouvernement qui refuse d'être transparent sur la question électorale, qui veut s'imposer par la force. Mais pour l'enjeu, c'est autour de ce fichier. C'est important, parce que ça vous permet de savoir... Vous parliez de 3 fichiers, le gouvernement a dit non, il n'y a qu'un seul fichier. Oui, mais finalement, l'enjeu c'est quoi aujourd'hui? Écoute, l'enjeu c'est de nous donner le fichier. Si on a le fichier, on va savoir s'il y en a 1, 2 ou 3. L'idée de 3 fichiers vient de 3 chiffres différents, entre le fichier de l'Union européenne, du gouvernement, de ceci et de cela. Mais si le gouvernement officiellement nous dit voilà le fichier, et que nous entrons dans le fichier, nous allons regarder déjà le nombre de personnes inscrites. Également, on va pouvoir contrôler les bureaux de vote, les centres de vote, etc. Faire nos tests de cohérence. À ce moment-là, il n'y aura pas de débat. Mais s'ils refusent de donner le fichier, les spéculations peuvent continuer sur le nombre de fichiers. En tout état de cause, rien n'est transparent depuis 2017. Mais je vous oppose qu'au Sénégal, on ne peut plus tricher avec les élections. Mais c'est pas vrai, on peut bien tricher. Vous savez, tout le monde le sait, on peut parfaitement tricher. Parce que si on n'a pas un contrôle sur les bureaux de vote, sur les centres de vote... C'est à vous aussi justement d'installer vos représentants le moment venu. Oui, mais encore faut-il avoir les bureaux de vote à temps pour s'organiser pour ça. Si à la dernière minute ils changent les bureaux de vote, si à la dernière minute ils affectent vos militants dans d'autres bureaux de vote, loin de là où ils ont l'habitude de voter, quelqu'un qui vote à Ziguinchor, on l'envoie à Touba, ou quelqu'un, ou celui qui doit voter... Il y a des possibilités de recours. Ouais, vous n'avez plus le temps, au bout de 2 semaines.
Vous n'avez plus le temps. Ça, ce sont des méthodes utilisées par le gouvernement pour tricher. Parce que là, s'ils savent que dans telle zone, ils vont perdre, ils vont disperser les électeurs qui sont là-bas. Il y a de multiples façons. Hein. Le matériel électoral peut arriver en retard, on peut démarrer tardivement le scrutin. Il y a ce qu'ils appellent les électeurs là, voltigeurs, là, qui ont plusieurs cartes d'électeurs, etc. Et qui peuvent aller voter ici, puis faire autre chose ailleurs. Donc franchement, prétendre que la démocratie sénégalaise est telle qu'aujourd'hui on ne peut pas tricher, ça c'est pas vrai, c'est faux. Et en tout état de cause, c'est le peuple sénégalais qui doit veiller à ce que ce qu'il veut se fasse. Mais au niveau de l'opposition, vous vous organisez quand même. Nous nous organisons, nous marchons, nous nous battons. Nous avons une commission électorale dans le Front de résistance nationale qui s'occupe de cela. Et évidemment, nous nous battons, nous allons nous battre jusqu'au bout. Parce que la démocratie, c'est un bien commun pour le peuple sénégalais. L'unité fait défaut, l'union au niveau de l'opposition. Avez-vous senti que justement vous êtes travaillé dans le cadre de l'unité? On sent que vous n'êtes pas très unis. Enfin, je ne sais pas, je pense que dans le Front de résistance nationale, pratiquement il y a toute l'opposition. Il n'y a que Réumi qui n'est pas strictement membre du Front, mais Réumi participe aux activités du Front. Ce que je cherche. En tout cas, toute l'opposition est dans le Front donc, de résistance nationale qui mène des combats pour la démocratie. Le dossier de Karim Wade et le dossier de Khalifa Sall. De ce point de vue, justement, dans le cadre du dépôt des dossiers, le PDS a déposé, du côté aussi de Khalifa Sall. Comment vous vous organisez par rapport à ces dossiers? Enfin, au niveau du Front, le Front a des positions de principe de combat démocratique. Il estime que Karim Wade doit être inscrit sur les listes électorales, puisqu'il n'a jamais été privé de ses droits civiques et politiques, et par conséquent, s'il en fait la demande, donc tout citoyen qui en fait la demande, s'il a ses droits civiques et politiques, doit pouvoir être inscrit sur les listes électorales. Et donc Karim Wade doit pouvoir l'être. C'est ça la position du Front que nous défendons. Khalifa Sall, nous défendons effectivement l'idée que c'est un procès politique qu'on lui a collé et pour l'empêcher évidemment le moment venu d'être candidat. C'est ça la position du Front. Donc le Front est là pour des combats démocratiques. Intègre ça fait partie de la plateforme du Front, oui. Tout à fait. Oui, donc, tout à fait. Oui. Et là, de ce point de vue, en perspective de la prochaine présidentielle, on sait également qu'il y a les parrainages, il y a le fichier à côté, les exigences par rapport à cette élection. C'est quoi pour l'opposition? L'opposition voudrait un audit du fichier, c'est clair. L'opposition voudrait qu'une personnalité indépendante et consensuelle dirige les élections. Ça, ce sont nos revendications phares pour ces élections à venir. Et que Karim et Khalifa puissent être candidats. C'est ça la position. Et que les élections soient transparentes et que le meilleur gagne. Enfin, en tout cas, que celui que le peuple a choisi. Justement, ce que le peuple décide puisse la majorité présidentielle parle de victoire dès le premier tour déjà, avec justement un bilan assez justement convaincant, notamment vous avez vu lors justement de l'investiture du candidat sortant. Vous, par rapport à cette exigence de premier tour, de victoire dès le premier tour, vous répondez quoi? C'est faux. Macky Sall ne peut pas avoir aujourd'hui sur 4 millions de Sénégalais qui votent, 2 millions de personnes qui votent pour lui. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Et tout le monde sait que toutes ces agitations-là montrent qu'ils ont peur et qu'ils ne sont pas capables de gagner au premier tour. Macky est en deçà de 35% des suffrages exprimés dans ce pays-là, et c'est clair. Et donc, d'abord, vous parlez de son investiture, j'espère qu'ils ont payé Dakar Arena parce que ça ne leur appartient pas. Deuxièmement, son bilan est négatif, puisque là... Il a mobilisé. Enfin, oui. Mobiliser, ça ne veut rien dire. Hein. Si vous donnez aux gens qui sont fatigués 10 000 francs, un sandwich, etc., bon, ils vont venir vous voir. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple est fatigué. Ce qui est clair, c'est que l'économie ne bouge pas. Tout le monde le sait. Les arriérés intérieurs s'accumulent. Il n'y a pas d'emploi.
ni dans le secteur formel, encore peut-être un peu dans le secteur informel. C'est ça la réalité. Macky a échoué. Il nous avait promis 70 000 emplois par an dans le secteur moderne de l'économie. Rien n'a été fait. Ce n'est pas vrai. Il n'y est pas arrivé. Il a échoué. Comme il ne sait rien faire, à ce moment-là, il parle de réalisation, ce qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. C'est un vocabulaire people là qu'on veut nous imposer. Et en réalité... C'est la réalité quand même. C'est pas la réalité. La réalité, ce qui est vrai, c'est des dépenses improductives. Il faudra faire face justement à autant de programmes promovis à la CMU, mais également d'autres justement. Ça c'est de la com. Oui. Ça c'est de la com. Ce qui est important en économie, c'est dans nos pays aujourd'hui, c'est combien d'emplois vous créez. Parce que la demande supplémentaire d'emplois dans ce pays-là est de l'ordre de 120 000 emplois par an. Donc au moins, si vous voulez avoir quelque chose qui tienne la route, il faut être capable de créer 120 000 emplois et après vous gérez le stock qu'il y a derrière. C'est ça, comme ça qu'on doit juger une politique économique dans notre pays. Mais ce n'est pas des blabla autour du centre Abdou Diouf, Dakar Arena, n'importe qui sait faire ça. N'importe qui. Souvent d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs à Jeune Afrique, là, Marwan, je lui dis, mais un ordinateur bien programmé est capable de faire la même chose. Hein. Si vous donnez des instructions pour faire Dakar Arena, les directeurs de l'administration sénégalaise sont capables de vous l'organiser. Donc c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on élit un président de la République. Ça c'est trop facile. Faire des chantiers, ça on sait faire. Tout le monde sait faire ça. Ce qu'on lui demande, c'est aujourd'hui d'identifier les goulots d'étranglement de l'économie sénégalaise, de les faire sauter, de faire les réformes qu'il faut pour créer une économie productive qui crée des emplois. Et là, il ne sait pas faire. Il a échoué. C'est ça. Mais c'est quoi créer des emplois? C'est quoi créer des emplois? Il n'y a rien de plus réel que ça. Vous me parlez de réalité. Il donne par exemple des financements aux jeunes. J'ai dit il faut créer des emplois. Faire des financements politiques, on le fait au Sénégal depuis 20 ou 30 ans. Depuis les opérations maîtrisables. Vous vous souvenez des opérations maîtrisables? Il y en a un ou deux rescapés. Après, il y a eu la DIR, dirigée par Djibril Ngom, je crois. Ensuite, il y a eu le SPE. Vous avez eu la neige ou quelque chose comme ça avec Abdoulaye Wade. Les financements politiques, c'est connu, ça ne sert à rien du tout. Parce que de toute façon, personne ne va rembourser. Ah oui? Ils ne vont pas rembourser parce qu'ils savent que c'est des financements politiques. Ils vont même prier pour que Macky perde, comme ça ils ne vont pas rembourser. Ça ne sert à rien du tout, ce genre de choses. Ça, c'est la preuve de la faillite, de l'incapacité de Benno Bokk Yakaar, de son gouvernement et de Macky Sall, de trouver les solutions pour réformer l'économie et créer des emplois. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça, ils prennent l'argent et distribuent ça gratuitement à leurs militants et à leurs amis ou à leurs maîtresses pour les uns et les autres. Et donc, voilà la situation de ce pays-là et c'est catastrophique. Les arriérés intérieurs, c'est ça qui est important aussi. Oui. Puisque nous, on ne peut pas créer d'inflation, on ne peut pas financer... la Banque centrale n'est pas là pour financer les déficits aussi brutalement. Le Sénégal n'a pas un problème d'inflation. Justement, donc à la place, on a un problème d'arriéré intérieur. Oui. C'est ça qui remplace l'inflation. Ils en sont à 1000 milliards. Tout est en panne ici. Les universités, j'ai entendu les étudiants dire que personne ne les défend. Les universités privées. Ils ne veulent pas parler d'arriéré intérieur parce que c'est interdit au sein de l'UEMOA. La dette intérieure, c'est celle qui est contractée auprès des banques. C'est la dette locale d'ailleurs, parce qu'elle n'est plus limitée au Sénégal. Hein? Elle est sous-régionale, parce que les banques de Côte d'Ivoire... Les arriérés intérieurs plombent le développement. Oui, mais parce que les entreprises ne sont pas payées, les PME, PMI. Même comment ça s'appelle le train express régional, là, le TER, il leur doit de l'argent. La Sénélec, on doit plus de 100 milliards. La SAR, la semaine dernière, avait arrêté. Mais c'est tout cela, c'est l'économie qui s'arrête au Sénégal. Les gens vous disent l'argent ne circule pas, ça vient de là. Tous ceux qui ont aujourd'hui contracté avec l'État du Sénégal, qui ont fait le service et et tout cela est constaté, ces gens-là ne sont pas payés. Ce qui compte, ce sont les arriérés intérieurs. C'est dans les critères de convergence de l'UEMOA. On vous dit que vous n'avez pas le droit d'accumuler les arriérés intérieurs. Le mot est très précis. Oui. Et c'est ça qu'aujourd'hui Macky Sall a fait avec son gouvernement. Et moi, ça fait 2 ans, je leur dis, vous allez droit au mur parce que je sais parfaitement que le rythme de dépenses improductives que vous avez là, c'est incompatible avec la capacité fiscale du Sénégal. C'est clair. Et que donc, s'il y a un retournement de conjoncture, le prix du baril change, ça, je l'ai dit et répété. Baye Omar. Je l'ai écrit dans mes questions. J'ai interpellé le ministre. Et donc, j'ai raison sur eux.
Et c'est clair, net et précis. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est Macky Sall qui demandait un débat économique. J'ai gagné ce débat-là. De toute façon, on n'a pas le même niveau. Moi, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, était mon prof d'économie à l'école des mines de Paris. Donc, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau d'engagement. On n'a pas le même niveau patriotique. C'est ça la réalité. La réalité, c'est l'accumulation de ces 1000 milliards. La question est comment aujourd'hui ils vont s'en sortir. Ah mais justement, comment? Ah, je ne sais pas, c'est à eux de trouver la solution. Moi, je vois la meilleure solution, c'est de chasser Macky Sall du pouvoir. Il y a encore des difficultés. C'est pas des difficultés. Ne traduisent pas, justement. Il y a des difficultés qui empêchent à l'État de fonctionner. L'État ne fonctionne pas, puisqu'il accumule des arriérés intérieurs. Qu'est-ce que vous appelez l'État fonctionne? Un État qui fonctionne, c'est-à-dire que le Trésor paye tout de suite. Les salaires sont payés. Ben oui, mais il n'y a pas que les salaires dans un pays, heureusement. Et d'ailleurs, tous les salaires ne sont pas payés. Ah oui? Il y en a qui sont payés avec du retard, etc. Et donc, voilà. Donc, tous les salaires ne sont pas payés, tout le monde le sait. Il y a des agences là qui reçoivent leur argent tardivement. Tout le monde le sait, ça. Que vous dites que ça marche bien, ça ne marche pas bien. Un État, il n'y a pas que ça. Également, il y a la consommation. Pour que les gens travaillent, il y a les investissements qu'il faut faire. Tout cela est à l'arrêt dans ce pays-là. Tout le monde le sait. Macky Sall a échoué. Il ne comprend rien dans l'économie sénégalaise. Et donc, on le lui a dit et répété depuis des années. Il n'a pas écouté. Il est aujourd'hui face au mur. Il lui faut trouver 1000 milliards. Je ne sais pas comment il va faire. Ce sera l'ajustement structurel avec Macky Sall. Ah oui? C'est clair. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est le peuple qui va payer. C'est ça qu'il prépare en 2019. Et c'est pourquoi il faut absolument qu'il quitte le pouvoir, parce qu'il ne peut pas gérer le Sénégal avec un ajustement structurel. Mais vous êtes également député à l'Assemblée nationale, les députés, du moins les ministres, passent justement pour défendre leur budget. Et ce budget-là, ce budget est si chiffré à plus de 3 000 milliards. Mais tout ça, c'est du blabla. Ça va reprendre dès janvier. Mais c'est quoi le budget? C'est un jeu d'écriture, ça. Oui. C'est un jeu d'écriture. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de présenter devant la représentation, c'est tout à fait faux. Mais ils le font parce que la représentation, là, elle est simplement factice. Ce sont des députés de Macky Sall. L'Assemblée nationale, comme vous le savez, n'est pas là pour contrôler l'exécutif. Puisque le minimum même, l'Assemblée ne le fait pas. C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est-à-dire le budget de l'Assemblée nationale n'est même pas transparent. Ah oui? Absolument. Je le dénonce depuis des années. L'article 18, l'article 31 du règlement intérieur, qui impose aux questeurs d'aller défendre le budget devant la commission des finances, ils ne veulent pas faire ça. La commission comptabilité et contrôle, je suis membre, j'ai été même vice-président avant, à un moment donné, Thierno Bokoum était président. Il a saisi le président de l'Assemblée nationale à l'époque pour lui dire la commission doit travailler, donnez-nous les documents. Ils n'ont jamais voulu de cela. Et maintenant, d'ailleurs, on connaît la raison. C'est quoi? Le président du groupe libéral, Liberté et Démocratie, Cheikh Mbacké, a posé la question à M. Moustapha Niasse. Il lui a dit clairement que cela ne s'est jamais fait depuis l'indépendance et ce n'est pas lui qui va le faire. Voilà. Et donc, ils ne veulent pas du tout de transparence dans le budget de l'Assemblée nationale. Alors, il n'y a aucune transparence dans le budget de ce pays-là, parce que l'Assemblée nationale elle-même, comme on dit, les sangou d'abord. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, c'est un jeu d'écriture qui ne sert à rien du tout. C'est une perte de temps d'aller là-bas pour discuter du budget. Et alors que ce dont on doit discuter, si on est sérieux, c'est un, reconnaître qu'on a des arriérés intérieurs, et deux, dire comment on va faire pour faire face à ça et relancer l'économie. Et ça, ils l'ont jamais reconnu parce qu'ils savent que quand même sont de votre possibilité. On n'a pas de non, on n'a pas les moyens, puisque là-bas c'est une majorité qui est là-bas, qui ne veut même pas réfléchir, qui vous dit nous sommes majoritaires, nous faisons ce que nous voulons. C'est une majorité qui ne respecte pas les règlements intérieurs. C'est une majorité qui a entraîné le spectacle la dernière fois. Oui, puisqu'ils ne veulent plus de débat lors des séances plénières. Ils ont dit qu'ils veulent modifier les règlements intérieurs, enfin pas modifier, en tout cas faire ce qu'ils veulent. En d'autres termes, nous imposer un débat organisé en séance plénière. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que en séance plénière, le débat doit être spontané et libre. C'est dans ce sens que le règlement intérieur a été rédigé. Celui qui veut prendre la parole prend la parole. Apprécier le spectacle quand même que nous a été fait. Mais c'est un spectacle que je n'approuve pas, que personne n'approuve. Mais les responsables, c'est Moustapha Niasse et le président du groupe parlementaire. C'est eux qui. Ce spectacle, Moustapha Niasse. C'est le Moustapha Niasse.
c'est Moustapha Niasse qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est donc garant du bon fonctionnement des débats de l'Assemblée nationale. C'est le président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, qui est un batanguer, qui pense que tout est force physique. Eh bien, c'est eux qui ont décidé que maintenant ils vont organiser le débat par force. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça qui a amené les tensions et donc la situation déplorable qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. C'est l'entière responsabilité de Benno Bokk Yakaar. Mais si l'Assemblée nationale, sa vocation justement, c'est de traduire en acte par le biais du débat, cela n'est plus possible, à quoi sert cette Assemblée? Ça ne sert à rien du tout. C'est la raison pour laquelle je dis devant le peuple sénégalais qu'il nous faut aller à une nouvelle république. Moi, j'appelle à une troisième république pour une vue utile. C'est ça le programme de Mamadou Lamine Diallo, candidat à la présidentielle. Qui repose sur quoi finalement? Troisième république, c'est-à-dire la république sénorienne. La république sénorienne a atteint ses limites. Il faut le reconnaître. C'est quoi dans la réalité? Dans la réalité, c'est aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Il faut renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Par quel mécanisme? Pour que l'Assemblée nationale puisse effectivement contrôler l'exécutif. Et c'est ça, nous avons pour cela un certain nombre de réformes que nous proposons. D'abord, dans le mode d'élection des députés, il faut sortir du raw-gadou pour permettre effectivement à l'Assemblée d'être plus représentative des différents courants qu'il y a au sein du peuple sénégalais. Il faut réorganiser l'Assemblée nationale de telle sorte qu'elle puisse effectivement contrôler l'exécutif, qu'elle puisse évaluer les politiques publiques si c'est nécessaire. Ce travail-là, il doit être fait nécessairement. Si on ne contrôle pas l'exécutif, on ne peut pas avancer dans ce pays-là. Le président de la République a tous les pouvoirs. C'est un roi, c'est un empereur. Il fait ce qu'il veut. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Tout le monde est à genoux devant lui. Vous vous rendez compte, lui-même, le président de la République est une institution. Et vous voulez lui-même qu'il soit le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, on en fait les frais. Parce que le président de la République, s'il n'est pas doué, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ça va dans tous les sens. Mais comment vous voulez dire? Alors, ça va dans tous les sens. Si on interroge les chiffres, le taux de croissance, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas ne pas remettre quand même le taux de croissance de 7,2. C'est du blabla. Parce qu'ils ont modifié la base de calcul du taux de croissance. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas fondamental. Parce que ce qui est important dans un taux de croissance, c'est qui mange ce taux de croissance-là. J'ai l'habitude de dire. Et aujourd'hui, ce taux de croissance dont il parle, qui est artificiel, qui est basé sur des investissements de l'État avec beaucoup de dépenses improductives. Prenez le centre Abdou Diouf, c'est dans le PIB, à quoi ça sert? Oui, ça abrite des investissements. Ouais, vous croyez que vous dépensez 60 milliards pour abriter de temps en temps des conférences? C'est ça? 60 milliards pour ça? Et vous croyez que ça, c'est ça du travail? Oui, c'est ça du travail, mais le peuple sait que ça ne sert à rien du tout. Avec 60 milliards, on peut faire 1000 autres choses. C'est ça le problème. On n'a pas 60 milliards à gaspiller dans ce pays quand même. Vous êtes économiste, invité d'objection. Mamadou Lamine Diallo, le terre, on a parlé aussi que oui, la circulation avec ce que ça entraîne. Mais ça c'est la circulation, c'est parce que l'économie est concentrée à Dakar. Moi, je vous propose des pôles régionaux de développement depuis plus de 10 ans. Parce que ce que ça entraîne comme ce n'est pas possible. A un impact sur notre économie. Mais le terre va permettre aussi de délocaliser. C'est une fausse solution. Oui. Parce que c'est une fausse solution. Parce que si on laisse Macky Sall faire, c'est-à-dire dans 10-15 ans, tu vas avoir 15 millions de Sénégalais autour de Dakar. C'est ça le risque. Toute l'économie est là. Il faut avoir le courage d'en sortir. C'est ce qu'on attend d'un président de la République, pas aller danser dans un Dakar Arena. Vous vous rendez compte? De la même manière, il n'y a pas que le terre, il y a Promoville aussi. C'est quoi Promoville? Ça, c'est du blabla, ça. C'est des... Vous savez... Concrètement, je vous dis, il ne crée pas d'emploi. Deux, l'économie, elle doit être dans d'autres pôles. Il faut créer d'autres pôles. On ne peut pas tout mettre à Dakar. C'est clair. Et c'est comme ça qu'il faut penser l'économie sénégalaise. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Dakar, c'est une presqu'île. Et donc, aujourd'hui... Il vous faudra apporter la réplique sur la base, justement, d'explications concrètes. Aujourd'hui, lorsque vous prenez... Qu'est-ce que vous appelez? Ce qu'on appelle concret ici au Sénégal, c'est du blabla de Macky Sall. Dakar Arena, vous appelez ça du concret. Notre programme alternatif. Notre programme alternatif, il est clair. La déconcentration
de notre économie. Oui. Vous proposez quoi? Je vous propose des pôles régionaux de développement. Oui. Nous avons 6 pôles pôles régionaux de développement qu'il faut mettre en œuvre, avec une réorganisation territoriale. Ce sera dans le programme, on va en discuter pendant la campagne. Nous disons, nous, il faut aller vers l'industrialisation. Il faut sortir du blabla des infrastructures. Les infrastructures n'ont de sens que si elles permettent l'industrialisation. On ne fait pas une infrastructure pour elle-même. Ça, il faut que les Sénégalais le comprennent. L'infrastructure pour elle-même, ça n'a pas de sens. L'infrastructure doit servir un projet d'industrialisation, nous l'avons. Autour donc de 6 à 7 filières industrialisantes que nous développerons le moment venu. Il y a une filière agro, il y a une filière textile, etc., sur lesquelles nous avons travaillé, nos équipes ont travaillé, et nous sommes prêts à diriger le Sénégal autour de cela. C'est très clair dans notre tête. Et donc, si vous ne faites pas ça, si vous faites du Macky Sall, c'est accumuler des arriérés intérieurs. Macky Sall, c'est endetter le pays. Macky Sall, c'est demander un ajustement structurel sur le peuple. C'est pas sur eux. Parce que eux, avec lui et ses affidés, ils se sont mis plein les poches. Hein, c'est eux qui profitent de cette fameuse croissance économique dont vous parlez, avec ces directeurs généraux, qui ont complètement pillé nos sociétés nationales. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ici, la Poste doit plus de 100 milliards à l'État sénégalais. Le port, c'est du n'importe quoi. Avec Necotrans, j'en ai parlé depuis très longtemps. Vous m'avez pas écouté, et aujourd'hui, on sait ce qui se passe là-bas. C'est un faux projet Necotrans. Hein. Voilà la situation de l'économie sénégalaise. Macky Sall, c'est l'échec. Et c'est demain, c'est l'ajustement structurel, c'est-à-dire il va augmenter les prix, les prix des produits pétroliers, il va augmenter les tarifs d'électricité, tout va augmenter. C'est le sens contraire. C'est le peuple qui va payer du prix des tarifs de l'électricité. Mais non, qui va payer les 100 milliards de la Sénélec? Qui va payer ça? Il faut bien donner 100 milliards à la Sénélec, hein. C'est clair, au moins. Pour vous, l'éventualité d'une baisse du coût de l'électricité. Je vous dis, il va être non, il n'ose même pas penser à ça. Mais lui, ils le savent très bien. Ça a été dit. Ils disent n'importe quoi. De toute façon, ce que dit Macky Sall, depuis son wak-waket, au moins le peuple est convaincu. On exporte de l'électricité quand même. Non, mais on parle aujourd'hui de la situation financière de la Sénélec. Oui. On exporte de l'électricité. La situation financière de la Sénélec. Oui. Je dis, l'État leur doit plus de 100 milliards, c'est incontestable. Il faut payer ça. Oui. Ou l'État sort 100 milliards, ou on ajuste les tarifs. Ou on fait les deux. C'est comme ça que ça va marcher. Il n'y en a pas d'autre solution. Le gouvernement actuel, là, il cherche 1000 milliards. Je ne sais pas où est-ce qu'il va les trouver. Parce qu'il est allé sur les marchés internationaux, comme vous savez, avec 1200 milliards. Il y en a 200 que le fonds lui a demandé de mettre là-bas en réserve parce qu'il ne va pas l'utiliser parce qu'il faut gérer l'endettement du pays. Hein? L'année prochaine, cette année, ils n'étaient pas sur le marché régional. Peut-être qu'ils vont retourner sur le marché régional, mais il ne faut pas avoir 1000 milliards là-bas. Donc voilà les difficultés qu'attend le peuple sénégalais avec Macky Sall. Mais Amadouba, je suis désolé, c'est pas ce qui se passe au Sénégal. Il est dans les avions, en première classe. Voilà. Il ne sait pas qu'aujourd'hui les universités ne sont pas payées. Il ne sait pas que les centres de santé là ne sont pas payés. Les PME, PMI ne sont pas payés. Les entreprises du PUDC même, des programmes de Macky Sall ne sont pas payés. Mais c'est ça la réalité. Vous le savez mieux que moi. Mais personne n'ose protester parce que dès que vous protestez, c'est le harcèlement fiscal. On vous envoie, on vous dit vous devez tant. C'est ça la réalité de ce pays-là. Et donc, ça ne marche pas. On va droit au mur. Parce que, effectivement, les réformes qu'il fallait faire pour mettre le pays sur un sentier d'émergence et de croissance durable, capable de créer des emplois, Macky Sall n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Et tout de suite, il s'est engagé, ne sachant pas quoi faire, et ne voulant pas écouter ce qu'il doit écouter, eh bien, il s'est dit, bon, moi, maintenant, j'ai un cycle favorable, je vais m'endetter, et je vais m'engager dans des dépenses improductives, à un rythme extrêmement élevé. Et aujourd'hui, il vit le contre-coup de cela. Mais en quoi l'endettement pour un État, justement, est un facteur négatif? Mais ça, vous le savez quand même, hein. Au Sénégal. Oui. C'est la réalité. C'est ce qui nous a amené à l'ajustement structurel avec Mamoudou Touré. C'est ce qui nous a amené à la dévaluation du franc CFA. Donc, faites attention. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Et donc, on ne peut pas s'amuser comme ça avec le peuple sénégalais. On a déjà une expérience douloureuse. Et moi, je vous dis, avec Macky Sall, c'est l'ajustement structurel au minimum. Au minimum.
et je parle sérieusement. Et de toute façon, ils n'ont jamais contesté ce que j'ai dit. Oui, Hein? oui. Parce que moi, je travaille sérieusement. Vous avez parlé des arriérés intérieurs. Oui. Vous avez parlé de risque d'endettement. De risque d'endettement. L'endettement est là. L'endettement, il est massif. Donc, aujourd'hui, le remboursement de la dette, le service de la dette est le poste le plus élevé. Et ça va continuer à augmenter. Et en plus, parce que les investissements qu'ils font n'ont aucune rentabilité fiscale. Ah oui? Ah ben oui. La preuve, votre centre Abdou Diouf là, qu'est-ce que ça rapporte aux impôts? Rien du tout. Peut-être peanuts, il y a quelques personnes qui travaillent là-bas, peut-être payent des impôts. C'est tout. Mais voilà la situation de ce pays-là. Macky Sall ne sait pas faire. Il n'a aucune idée de comment on développe un pays. Il est venu là par hasard, formé, j'exagère, mais en tout cas promu par Abdoulaye Wade. Et par certains réseaux, il prend le pays et il fait ce qu'il veut, et avec sa famille et avec la dynastie. Il n'y a pas une opposition capable de proposer une alternative crédible. Nous avons proposé une alternative crédible. Quel est le problème? Le problème, terroriser la population avec des réalisations qui sont fausses, qui disent pas la vérité au peuple sénégalais. Le peuple vit dans la souffrance, le peuple vit dans la misère, et c'est notre travail de tous les jours. Vous êtes là pour expliquer et c'est ce que nous faisons. Les problèmes auxquels... C'est pourquoi nous allons être candidats à la présidentielle pour expliquer encore au peuple qu'une alternative dans ce pays-là, citoyenne et populaire, est possible. Et pour cela, il nous faut aller vers une troisième république. Qui gagnerait quoi avec votre alternative? Ben, ce sera une vie utile pour tout le monde. Oui. Tu sais, vivre, c'est vivre de manière utile. Mais comment? Moi, c'est cela. C'est cela. Avec quelle illustration aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui, par exemple... Des exemples de... Oui, voilà comment vous vivez. Voilà. Mais comment les Sénégalais vivent, ils le savent mieux que moi. Il y en a 600 000 qui sont dans l'extrême pauvreté. Ils ont donc des familles qui ont moins de 5 000 francs par jour. Alors, si vous allez à 10 000 francs, c'est pratiquement 1 million à 1 million 300 000 familles. Donc ici, c'est peut-être 300 000 familles sénégalaises qui sont peut-être, qui arrivent à joindre les deux bouts de manière correcte. Ça, on le sait. Oui, et l'essentiel de l'économie est à Dakar. Avec vous, quel sera le résultat? Mais c'est un changement radical. Parce que nous proposons aller vers l'industrialisation et créer des emplois. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Le moment venu, je vais vous dire combien. De manière chiffrée, oui. Parce qu'aujourd'hui, si je me mets à vous dire... Pour être beaucoup plus clair. Oui, ça sera clair. Au Sénégalais qu'avec Macky Sall, vous n'avez pas autant d'emplois. Avec moi, voilà ce qui risque de se passer en termes d'emploi, en termes de qualité de vie. On va vous le dire. Avec nous, ce sera l'industrialisation. Avec nous, ce ne sera pas que Dakar. Il y aura d'autres pôles régionaux qui vont émerger. Avec nous, il y aura un rééquilibrage du territoire. Avec nous, il y aura un contrôle de l'exécutif, des ministres. Hein? Avec nous, nous n'avons pas un président de la République qui fait ce qu'il veut avec son épouse et ses frères et sœurs. C'est cela aujourd'hui que nous proposons au peuple sénégalais. Avec nous, c'est des liens privilégiés avec la Gambie et la Guinée-Bissau et le Mali et la Mauritanie. Avec nous, c'est la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz. Avec nous, il n'y a pas de contrat secret dans les ressources minières et les ressources minérales. Vous, l'actuel gouvernement voilà. a un problème de transparence, de redevabilité. C'est clair, c'est évident. C'est évident, je veux dire, on en a discuté. C'est le talon d'Achille de l'actuel régime. La gestion vertueuse et sobre de Macky Sall, il a jeté ça à la poubelle. Après quelques mois, il en a terminé. Mais en dehors de cela, c'est parce qu'il n'est pas capable de créer une économie qui crée des emplois. C'est ça le fond du problème. Le problème sénégalais, il est économique. Lui-même a dit, je veux un débat économique. Je lui dis, tiens, allons-y. Il dit, quand vous êtes des nullards. Mais derrière ce mot nulard, en réalité, il ne faut pas le prendre de manière subjective. C'est tout un programme politique qui est derrière. C'est un programme dictatorial. Ça veut dire, moi je sais, taisez-vous. Celui qui ne se tait pas, je l'amène en prison. Et après, on sait très bien qu'est-ce qui suit après. C'est un programme dictatorial, c'est ça qu'il y a derrière sa tête. Et donc, Macky Sall avait distribué un texte comme ça à Ben Civil Sénégal, où il faisait l'apologie de la dictature éclairée au monde asiatique. C'est ça leur croyance peut-être, que lui il se croit être un martyr sénégalais ou quelque chose comme ça. Mais il se trompe lourdement, et aujourd'hui il nous conduit droit au mur. Et par conséquent, franchement,
il nous faut avoir de nouvelles institutions dans ce pays-là pour libérer les Sénégalais. Ce que Senghor a fait après 62, c'est aujourd'hui a atteint ses limites. C'est clair, net et précis. Êtes-vous libéral? Ça veut dire quoi? C'est des concepts occidentaux. Nous sommes pour le responsabilisme, nous parlons de Teki. Ils ne savent même pas. Comment on peut dire je suis libéral et puis ils disent que je suis mouride, je suis libéral. Non. Le libéralisme, on sait ce que c'est Adam Smith et autres. Eux, ce n'est pas des libéraux, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Nous défendons... C'est quoi? Quelle idéologie derrière Teki? Mais vous avez lu les principes et méthodes du responsabilisme? Oui. C'est ça la doctrine de Teki. Ah oui? C'est le responsabilisme. Oui. C'est... À quelle fin? Pour avoir une vie utile sur Terre. C'est quoi avoir une vie utile sur Terre? Eh bien, avoir une vie utile sur Terre, c'est tout notre programme. Avoir une vie utile, on peut le détailler. C'est que c'est l'utilité. Oui. C'est pouvoir être utile à sa famille. Nécessaire et utile et nécessaire. C'est être utile à sa famille, c'est être utile à sa patrie, c'est être utile à l'Afrique. C'est ne pas coûter à la société, c'est être capable de se libérer soi-même pour participer au gain de productivité, à la technologie. C'est ça. Si vous voulez, non, vous parlez de doctrine. Alors je vous réponds sur ce terrain-là, parce que nous n'allons pas fuir le débat. Nous ne sommes pas comme les Macky Sall qui n'ont aucune idée sur aucune question. Quand il nous produit un ouvrage dont la qualité littéraire est extrêmement faible, pour quelqu'un qui est académicien de la France d'outre-mer, on devrait s'attendre à ce que le niveau de français soit appréciable. Mais enfin, ce qui est choquant en plus dans ce livre-là, je fais une parenthèse, c'est quand il nous parle de ses ancêtres glorieux, guerriers, etc. Moi, j'ai horreur de ça. Nous sommes dans une république de citoyens égaux en droit et en devoir. République basée sur la Constitution. Si Macky Sall veut nous prouver que son ancêtre était un grand guerrier ou je ne sais pas quoi, ou un roi, eh bien, il n'a qu'à faire autoriser des prélèvements. Nous allons faire le test ADN pour nous assurer que c'est son grand-père. Vous remettez en cause? Parce que c'est du blabla. Généalogique. Moi, je ne remets rien en cause. Je pense que celui qui aujourd'hui veut être sûr de lui, il n'a qu'à faire les tests ADN. C'est comme ça qu'on avance avec la science. Et c'est trop facile de nous terroriser à la télévision pour nous dire que je suis meilleur que vous parce que mon grand-père a été un grand guerrier. Ça, c'est pas acceptable dans une république. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui au Sénégal où nous sommes des citoyens égaux en droit. Ce n'est pas acceptable pour, en plus, quelqu'un qui est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions et le gardien de la Constitution, tel que c'est écrit dans la Constitution. C'est inacceptable. C'est du mépris pour le peuple. Et donc, nous ne sommes pas des libéraux. Nous prenons le responsabilisme, l'esprit de responsabilité, avec des valeurs bien précises. Le respect et la connaissance de la loi, le courage patriotique. Ce qui manque au Sénégal ici. Au Sénégal, nous avons un déficit de patriotisme. Ils n'aiment pas le Sénégal. Nous sommes, pour des Sénégalais décomplexés devant l'Occident. Qui ils? Qui sont? Les dirigeants. Je parle de Benno Bokk Yakaar. Je parle de cette élite politique qui s'est accaparée du pouvoir et qui fait n'importe quoi. Nous avons une doctrine basée sur les valeurs africaines, comme j'ai dit, de courage patriotique, du respect de la femme. Nous le disons, ça fait partie des valeurs du mouvement Teki. Et donc, si vous parlez de doctrine, ça existe. Si vous parlez de programme, ça existe. Si vous parlez de démarche, ça existe. Qu'en est-il de la diplomatie? Qu'en est-il de la coopération bilatérale, multilatérale? Aujourd'hui, mais ça c'est secondaire. Quand vous jetez un coup d'œil, par exemple, sur le partenariat public-privé, dans le cadre des contrats qui sont tissés, le contrat par exemple Veolia, SDE, et justement de ce point de vue, comment analysez-vous ce contrat? Bon, d'abord, la coopération. D'accord, je vais revenir là-dessus. La coopération internationale, bilatérale, multilatérale, ça doit être marginal dans tout programme économique. Si vous comptez sur la Banque mondiale, si vous comptez sur le fonds, si vous comptez sur la Turquie et autres, pour vous développer, vous perdez votre temps. J'en ai fait la démonstration dans mon ouvrage en 2004, le Sénégal, un lion économique, où je parlais des questions d'émergence, bien avant Macky Sall, et de manière rigoureuse. Et personne ne m'a contesté jusqu'ici. Personne, y compris chez eux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous avez parlé du partenariat public-privé. C'est du n'importe quoi. L'organe même qui devait contrôler ça n'a jamais été mis en place. Il y a un comité qui était prévu par la loi pour contrôler les partenariats publics et privés et les offres spontanées. Ça n'a jamais été mis en place. Vous dites?
Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas voté la loi à l'Assemblée nationale. Je leur ai dit, c'est la porte ouverte à une corruption massive au Sénégal, avec les offres spontanées. Oui. Et vous allez voir, le jour où on va ouvrir la boîte de Pandore de ces offres spontanées, vous allez être extrêmement surpris. Ça c'est dans l'endettement de ce pays-là, c'est des projets qui sont mal faits. Écoutez, prenez l'université Amadou Mokhtar-Mbow, ça fait 7 ans. Macky Sall est incapable de terminer cette université-là. Hein? Vous trouvez ça normal, construire une université? C'est quand même pas compliqué. Alors, l'affaire de l'eau, Macky Sall en veut en réalité à des hommes d'affaires sénégalais qui sont dans la SDE, c'est tout. Ah oui? Et donc c'est pourquoi il veut les torpiller. Lui-même a félicité la SDE lors de la crise de l'eau là il y a quelques années. Alors, il se réveille un beau matin, ils font un appel d'offres, la SDE gagne, puisque l'appel d'offres nous l'avons tous suivi. D'abord, il y a une première partie sur le plan technique et autres où il y a une qualification, bon, sur la base du cahier des charges que tout le monde partage. C'est des appels d'offres type Banque mondiale, comme ils les appellent. Et après, tu tranches sur un point, c'est le tarif, en francs CFA. Eh bien, la SDA a gagné, il ne veut pas de ça. Il veut les torpiller. Voilà la situation. Il était obligé de revenir en arrière, parce que j'ai appris qu'il va leur donner encore 6 mois. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Vous savez que Mansour Faye, c'est d'une nullité extraordinaire. Il ne comprend rien à rien. Et comment on peut lui confier le secteur le plus important de ce pays-là, qui est l'eau, vitale à la vie. Et encore une fois, Macky Sall doit partir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais en attendant, donc vous êtes de ceux qui pensent, comme le Ghana, qu'il faut se départir du Fonds monétaire international, de la Banque. Non, c'est pas se départir. C'est-à-dire, non, c'est pas se départir. Oui, c'est quoi? C'est pas se départir. C'est-à-dire que il faut savoir quelle doit être la place du Fonds monétaire international. Oui. Si vous estimez, si vous pensez que votre développement vient de l'étranger, comme Macky Sall, il n'est pas le seul d'ailleurs. Penda Mbow et le Souleymane Bachirian ont fait une étude à la fin des années 80, je crois, Sénégal 2015, où il disait qu'en interrogeant les Sénégalais, la plupart des Sénégalais pensaient que le développement du Sénégal venait de l'extérieur. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Il faut renverser ça. C'est pas de l'extérieur que ça vient. Oui. Le développement, c'est nous-mêmes. Il faut avoir confiance en soi-même. Aujourd'hui, peut vivre sans l'apport du FMI et de la Banque. Vous posez... du Ghana dit oui, je peux justement fonctionner sans les FMI. Alors, quel est le problème finalement? Le problème, il n'est pas compliqué. Oui, expliquez-nous. Le Fonds monétaire, oui, c'est le gardien de la finance internationale. Il est là pour surveiller qu'effectivement, que les pays à qui on prête de l'argent, que ces pays-là sont capables de les rembourser. C'est ça le travail du Fonds monétaire international pour simplifier. C'est à vous à gérer votre économie de telle sorte que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où la finance internationale va envoyer son gardien et vérifier si vous êtes capable de les rembourser ou pas. Et ça, on est capable de le faire. On est capable de monter ici dans ce pays-là des budgets, de les exécuter, de les faire contrôler par l'Assemblée nationale, parce qu'il faut contrôler les ministres. C'est pas parce que le ministre t'a dit Promoville, parce qu'il t'a dit je ne sais pas quoi encore, je vais faire un hôpital à Touba ou l'assainissement à Touba, que vous allez le croire sur parole. Il faut descendre sur le terrain, vérifier que le travail se fait normalement. C'est ça le travail des députés. Ils ne le font pas. S'il n'y a pas une pression sur eux pour bien travailler, ils ne travaillent pas. D'autant plus qu'ils sont souvent pas compétents, puisqu'ils sont nommés sur des bases clientélistes et autres par un président de la République tout puissant qui ne rend compte qu'à lui-même, ou peut-être à ses parrains étrangers. Voilà la situation, Baye. Et c'est ça qu'il faut changer. Et donc aujourd'hui, nous sommes capables de gérer l'économie sans dépendre de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'AFD et de l'USAID. La présidentielle du 24 février 2019, quel en est l'enjeu? L'enjeu est fondamental. C'est l'avenir du Sénégal, puisque nous allons rentrer dans une période où le Sénégal va être producteur de pétrole et de gaz. Et par conséquent, tout le monde a en tête la malédiction des matières premières. Et donc, c'est des périodes extrêmement difficiles. Je me souviens d'un Premier ministre, je ne le citerai pas, qui disait moi je ne suis pas pressé que le Sénégal trouve du pétrole et du gaz, je voudrais avoir de bonnes institutions pour pouvoir gérer le pétrole et le gaz. Or, nous ne les avons pas encore. Et c'est pourquoi nous sommes extrêmement inquiets. Et donc,
Aujourd'hui, comme vous le savez, la situation avec la Mauritanie, vous parlez de diplomatie, etc. Ce n'est pas du tout évident. Vous connaissez la situation au Mali, vous connaissez la situation en Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée. Et donc, le Sénégal est dans une ceinture de feu. Et c'est pourquoi c'est un enjeu capital pour aujourd'hui remettre le Sénégal dans une situation où la gouvernance demain des ressources minérales puisse se faire de manière convenable, de manière patriotique, pour pouvoir véritablement servir ce pays-là et éviter la maladie hollandaise, c'est-à-dire des filières qui tombent, comme l'agriculture ou autre chose, et même alors la malédiction, et à ce moment-là, c'est des tensions sociales, et ça peut tourner souvent, malheureusement, à la guerre civile, comme on le voit dans beaucoup de pays africains. C'est un enjeu capital. C'est pourquoi Macky Sall ne veut pas du tout qu'on parle du pétrole et du gaz. Il a inventé le parrainage pour se donner les moyens d'éliminer par des artifices administratifs ceux qui vont porter le combat pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Mais on le verra bien. Ma candidature, en tout cas, sera déposée dans les délais, avec les signatures, avec tout ce qu'il faut. Et j'espère que le Conseil constitutionnel se donnera également les moyens de vérifier que les candidats sont tous exclusivement de nationalité sénégalaise, comme moi, Mamadou Lamine Diallo. C'est déjà le cas en perspective de la présidentielle de février 2019. Déjà une idée, un programme, une vision. On aura l'occasion, Mamadou Lamine Diallo, de revenir. Donnez-moi 2 heures de temps, je vous explique mon programme, dans les détails, le programme de Tekki, oui. Très sérieusement et rigoureusement. 2 heures de temps, nous allons expliquer aux Sénégalais comment on fait pour aller vers le développement économique et social inclusif où tous les Sénégalais vont y participer. Chaque Sénégalais aura une vie utile. C'est déjà le cas, l'occasion vous sera donnée et donnera certainement à d'autres pour postuler et décliner aux Sénégalais d'en juger. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci à vous, Mamadou Lamine Diallo. Merci, bye. Et puis encore bon courage. Justement, parmi nous. Et tenez bon. Merci. Ce sera fait. Le moment venu, je veux parler de cette présidentielle tant attendue sur DFM. Inch'Allah sera de la partie et excellente suite de programme et également renouveler nos condoléances au groupe Walf Fadjri. Mesdames, Messieurs, ça n'est bien sûr. Rendez-vous dimanche prochain. Ceci dit, repose en paix. Amin. Merci, au revoir et à dimanche prochain.